Zaïre, les Français de Lubumbashi déclarent « Si les paras s'en vont, nous partirons aussi ». 14 juin, 6e conférence de presse du président de la République, un tour d'horizon de la politique de la France. Le roi Khaled à Paris pour renforcer les relations économiques franco-saoudiennes. Les prix, plus 1,1% en avril. Demain, liberté des prix industriels. René Monory s'explique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le président Mobutu a quitté Paris en fin de matinée après une semaine passée en France. Avant son départ, le chef de l'État du Zaïre a rencontré le président Giscard d'Estaing. 1 heure de conversation dont rien n'a filtré. Cependant, le général Mobutu a dû faire part au président de la République de ses inquiétudes. Après avoir subi une défaite militaire, le Zaïre pourrait bien maintenant subir de sérieux revers économiques. À Kolwezi, il ne reste plus aucun cadre européen. Et dans tout le Chaba, actuellement, on parle plus d'exode que de productivité. Les parachutistes français ont reçu pour mission de rassurer par leur présence les quelques milliers d'Européens qui vivent encore dans cette région, l'une des plus riches du monde. Le groupe Sud de la Société Générale des Carrières et des Mines, la GECAMINE, produit chaque année à Lubumbashi, la capitale du Chaba, 160 000 tonnes de cuivre. L'usine de production emploie dans la ville 5 000 personnes, dont 350 cadres européens. Dans la mine ou les usines de production du cuivre, un ouvrier spécialisé zaïrois gagne 80 zaïres par mois, moins de 500 francs français. Un cadre européen gagne la valeur de 9 000 francs français. L'arrêt du centre minier de Kolwezi, situé à 335 km de cette usine de Lubumbashi, ne devrait pas affecter pour les 2 mois à venir la production du cuivre. Selon ses dirigeants, la GECAMINE peut vivre sur ses stocks pendant plusieurs semaines. En principe, si les rebelles ne lancent pas une nouvelle offensive contre un autre centre minier, l'exportation du cuivre, du cobalt et du zinc devrait se poursuivre normalement à partir de ce centre de production de Lubumbashi. À condition toutefois que les Européens qui assurent l'encadrement à Lubumbashi, comme dans tous les centres miniers les plus exposés à une nouvelle attaque des ex-gendarmes katangais, ne quittent pas le Chaba, mais après le massacre de Kolwezi, les Européens à Lubumbashi vivent dans la crainte. Venant de Kolwezi, une première compagnie du 2e régiment étranger de parachutistes est arrivée samedi matin à Lubumbashi. Elle précédait dans la capitale du cuivre le gros des troupes françaises de retour de Kolwezi. La mission du REP, rassurer la population européenne et éviter l'exode des Français et Belges qui entraînerait inévitablement une sérieuse perturbation dans les cadences de production. Jour et nuit, les bérets verts ont patrouillé dans les rues de Lubumbashi. Ils n'ont rien remarqué d'anormal. Apparemment, les éléments rebelles ne se seraient pas infiltrés dans la ville. Mais chacun sait ici que la plupart des habitants de Lubumbashi font partie de l'ethnie Lunda, la même que celle des rebelles. Le contact pourrait donc s'établir facilement. On compte 600 000 habitants à Lubumbashi, dont 4 000 Européens. Ils ont été traumatisés par les événements de Kolwezi. La présence des parachutistes français dans les rues de la capitale du cuivre a un peu apaisé la panique des premiers jours. Le but de ma mission à Lubumbashi est de rassurer les populations, et en particulier la population européenne. J'ai été envoyé depuis Kolwezi pour accomplir cette mission avec la section d'éclairage régimentaire, qui est une section mobile extrêmement puissante et qui nous permet, par un système de patrouille, d'affirmer notre présence partout dans la région de Lubumbashi. Au cours de ces patrouilles, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des accrochages avec des éléments rebelles? Depuis que nous sommes arrivés ici, absolument pas. Tout est redevenu calme depuis notre arrivée. Autour des jeeps des militaires français, les familles européennes se regroupent. Elles s'accrochent au para comme à une bouée de sauvetage. Tant qu'ils sont là, disent-elles, tout ira bien. Mais après leur départ, que se passera-t-il? Tant qu'on voit des paras, des étrangers ici, dans l'armée, je crois qu'on est un peu sécurisé. Mais on se pose toujours la question, est-ce qu'ils seront encore là demain? Si les paras français quittent Lubumbashi, que ferez-vous? Il y a tas de gens qui voudraient partir, parce que c'est pas toujours possible non plus. Les avions sont pleins, il y a ci, il y a ça. Les visas, on ne les obtient pas toujours facilement. Mais je crois quand même que les gens partiraient encore plus. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités zaïroises font tout pour que les Européens restent ici à Lubumbashi?
Je ne sais pas ce qu'ils veulent réellement. Hein. De toute façon, je ne fais pas confiance. Certains Européens ont reçu, surtout certains Français, ont reçu des lettres de menaces anonymes de Zaïrois. Alors nous partons par n'importe quel moyen. Ici c'est un cargo qui transporte des marchandises, de la nourriture. On aurait pris un avion militaire, on aurait pris n'importe quoi. L'essentiel c'est que les femmes et les enfants partent. Disons heureusement que nous avons eu les parachutistes qui sont venus ici pour, disons, nous mettre un petit peu en sécurité. Mais si nous n'avons pas de troupes européennes pour nous protéger, tout le monde partira du Shabbat. Personne ne restera. Est-ce que vous reviendrez au Shabbat? On ne sait jamais rien dire, je ne pense pas, mais on ne sait pas. Si on a des troupes européennes qui viennent nous protéger, je reviendrai peut-être. Comme les réfugiés, il faut trouver une combine pour quitter Lubumbashi. Les avions réguliers sont supprimés et la plupart des vols militaires n'arrivent plus ou n'emmènent pas de passagers. On a l'impression que les autorités zaïroises font tout pour traîner les pieds et retarder le départ des Européens. Ces enfants et leurs parents quittent Lubumbashi parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de cette frontière de Zambie qui ne se trouve qu'à 25 km de Lubumbashi. Ils savent qu'il ne faudrait qu'un quart d'heure aux rebelles pour atteindre, avec des unités mobiles et motorisées, les faubourgs de Lubumbashi. Alors, ils préfèrent partir. Bien sûr, ils ont été quelque peu rassurés par la présence des troupes françaises ou des troupes belges, mais ils savent que ces forces européennes vont quitter Lubumbashi et qu'ils vont se retrouver seuls. Seuls face à un éventuel retour des ex-gendarmes katangais et face à une population qu'ils sentent hostile aux Européens. Depuis l'affaire de Kolwezi, les rapports se sont sérieusement dégradés entre la communauté européenne et la population locale dans les villes minières du Shabbat. La polémique sur le pillage et sur certaines exécutions à Kolwezi, imputables aux Zaïrois, est loin d'être apaisée. La colère et souvent la haine sont là, prêtes à s'embraser s'il n'y avait pas de garde-fou. Et puis, on connaît mieux maintenant le nombre des Français qui ont disparu à Kolwezi. À la fin de la semaine dernière, le ministère français des Affaires étrangères avait publié une liste de 107 noms. Depuis, de nombreuses personnes qui étaient sur cette liste ont donné de leurs nouvelles. Actuellement, 49 Français sont toujours portés disparus au Shabbat. Nous l'avons appris en début d'après-midi, le président de la République tiendra le 14 juin prochain une conférence de presse à l'Élysée. Une conférence de presse, Noël Copin, c'est un événement, il y a longtemps en tout cas, que cela ne s'était pas produit. Oui, ça a toujours été un événement du temps de la Ve République, du temps du général de Gaulle. C'était à la fois un acte politique et puis c'était aussi un grand spectacle. On disait en souriant que c'était la grand-messe gaulliste. Georges Pompidou avait gardé le principe de ces rencontres. Il en avait gardé la fréquence, environ 2 par an en moyenne, mais il en avait simplifié le rite. Et Valéry Giscard d'Estaing, lui, voulait leur donner un ton encore plus familier. Il parlait plutôt de réunions de presse que de conférences de presse, mais c'était quand même des réunions de plusieurs centaines de personnes. Et il semblait préférer les interviews télévisées face à 4 ou 5 journalistes. Et sa dernière conférence de presse remonte à près d'1 an et demi. C'était le 17 janvier 1977, 1 an et demi. Donc cela donne un caractère assez exceptionnel à ce rendez-vous du 14 juin. Oui, est-ce que l'on sait déjà quels seront les grands thèmes abordés? Ce sont les thèmes d'actualité. On parlera vraisemblablement du Zaïre, par exemple. Ce sont les thèmes d'actualité. À l'Élysée, on dit seulement que cette conférence portera sur l'ensemble des problèmes de la politique intérieure et de la politique extérieure de la France. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus vaste qu'une interview ou qu'une déclaration ponctuelle. On dit aussi que ce sera l'occasion pour le président de faire le point avant les vacances, également de faire le point après les élections législatives et l'effort de décrispation qui a suivi, et de faire le point aussi après la session de l'ONU sur le désarmement et après les initiatives prises par la France, notamment en Afrique. Il y aura des questions bien sûr précises sur des points particuliers, mais on peut penser que le président de la République sera interrogé également sur la cohérence de l'ensemble de sa politique. Selon l'esprit de la Ve République, c'est le président, on le sait, qui fixe les grandes orientations, et dans la pratique de la Ve République, les conférences de presse sont l'occasion pour lui de définir et d'expliquer ces grandes orientations. Merci. Le roi Khaled d'Arabie Saoudite est depuis le début de l'après-midi l'hôte officiel de la France. Un séjour qui s'achèvera mercredi après-midi. Dès aujourd'hui, à Trianon, le président de la République et le souverain d'Arabie ont donc eu un premier tête-à-tête. On a parlé politique, mais aussi bien sûr économie et pétrole. Arrivé à 15h30 à Orly, le souverain saoudien a été accueilli par le président Giscard d'Estaing. Accueil chaleureux et traditionnel.
Cette visite en France du chef de l'État d'un pays aussi puissant sur les plans financiers et pétroliers revêt une grande importance. Au cours des entretiens, il sera question de pétrole, d'armement et de coopération. L'Arabie Saoudite possède les réserves monétaires les plus importantes du monde après l'Allemagne de l'Ouest. C'est par la route que le roi Khaled a gagné le Grand Trianon de Versailles, où il résidera pendant son séjour. Il est accompagné de 5 ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, qui a répondu à nos questions, et tout d'abord, les relations franco-saoudiennes dans le domaine militaire. As you know, there is quite a widespread cooperation between Saudi Arabia and France in the military field. Saudi Arabia has bought equipment and is doing some training with France in this field. I've heard what has been written about the Mirage 2000 and I think the Mirage 4000. I'm not a military expert in these things, but I don't think there is any serious negotiation between both governments in this field. Altesse, un Saoudien, M. Akram Ogé, que beaucoup de Français connaissent, est en train d'investir d'énormes capitaux en France. Est-ce que l'Arabie Saoudite est-elle en train de racheter la France? To buy France, I don't think that France is for sale, first of all. I think the investments that are carried out by any businessman, and Mr. Adja is a businessman, completely deal with himself. Not with your government? No, not with the government. He's alone. He's working alone. He's a private businessman and he does business on his own. Mais pas du tout en liaison avec votre gouvernement? No, not at all. Monsieur le ministre, comptez-vous pendant votre visite refaire ou faire de nouveaux contrats pétroliers à des tarifs préférentiels avec la France? The discussions that will be carried out with the responsible people in France will be wide-ranging, and I'm sure that the aspect of petroleum will be discussed in this. As you know, we have a long-standing relationship with France in this, and we hope that it will continue. Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'action de la France en ce moment en Afrique? Undoubtedly, the intervention that has happened in Africa by the Soviet Union and Cuba has increased the range of conflict and brought foreign powers into the situation. Now, this is the real destabilizing factor in the area, and undoubtedly, no one country can face the Soviet threat or the Cuban threat in Africa, and undoubtedly, these countries, in order to face these threats, will require help and assistance. Après-demain, un certain nombre de prix industriels seront libres en France. Après-demain aussi, on connaîtra très officiellement la hausse des prix pour le mois d'avril. Le chiffre n'est pas encore officiel, mais on parle de 1,1%, un résultat qui est donc médiocre, Philippe Sassier, et que la libération des prix ne permettra probablement pas de rectifier rapidement. Non, effectivement, ni la vérité des prix dans le secteur public, ni la libération des prix dans le secteur privé ne vont permettre d'espérer de bons indices dans les mois qui viennent. Le gouvernement a décidé de jouer le jeu, a décidé d'appliquer vraiment cette remise en ordre, et ça me fait un petit peu dans la vie économique française un bouleversement qui est comparable au bouleversement que les Suédois ont connu dans la circulation automobile lorsque, roulant à gauche encore un lundi, et bien le mardi il roulait à droite. Et bien les Français connaissaient un blocage des prix depuis la fin de la guerre. À partir de demain, on leur dit maintenant, vous êtes libres. Oui, donc, mercredi prochain, 1er juin, le prix des machines-outils, le prix des boîtes de conserve, des biscottes seront libérés. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? En prenant un exemple alors très précis qui intéresse tous les Français dans l'automobile. Alors écoute, on ne sait pas encore exactement quelle sera la liste des secteurs qui seront libérés. En ce qui concerne l'automobile, pour cette année, l'automobile avait en principe le droit d'augmenter ses tarifs de 5%. J'ai demandé à certains constructeurs automobiles ce qui allait se passer lorsqu'ils auront la liberté des prix. Alors ils m'ont dit, écoutez, on ne fera pas de folie, nous sommes concurrents par des marques étrangères notamment, et nous ne voulons pas d'un seul coup augmenter trop fort nos tarifs. Mais on a un mauvais souvenir, vous vous souvenez, en 1974, les prix de l'automobile avaient été libérés, et en 2 ans, les prix des autos avaient augmenté de près de 40%. Mais pour l'instant, encore une fois, on ne peut pas vraiment dire ce qui va se passer sur les barèmes.
Oui, mais est-ce qu'il y a réellement un risque de dérapage très sérieux pour les prix dans les mois qui viennent? Bien sûr, il y a un risque de dérapage et le gouvernement veut contrebalancer ce risque en augmentant, en accroissant la concurrence entre les firmes, la concurrence entre les produits d'une part, et puis deuxièmement, en informant mieux les consommateurs. Et on compte beaucoup, le gouvernement semble beaucoup compter sur les consommateurs pour lutter contre les hausses de prix qui seraient trop fortes. Et je puis vous dire par exemple que la direction de la concurrence et des prix, qui jusqu'à présent surveillait justement les étiquettes, eh bien va se transformer, devenir la direction de la concurrence et de la consommation intérieure. Vous voyez, ce changement d'appellation vous donne bien le ton de cette nouvelle politique. Oui, une équipe d'Antenne 2 s'est rendue hier à Loudun pour rencontrer M. René Monory, l'instigateur de cette réforme avec M. Raymond Barre, et pour essayer de comprendre comment cette libération des prix, événement rarissime en France, allait se passer. René Monory, c'est un homme dont la silhouette est relativement récente dans les allées du pouvoir parisien. Monsieur le ministre, vous avez derrière vous une carrière de chef d'entreprise, artisan d'abord, industriel moyen ensuite. En politique, vous avez été notamment élu sénateur, conseiller général. Depuis bientôt 20 ans, vous êtes maire de Loudun dans la Vienne. Et vous êtes notamment le promoteur d'une idée originale, un syndicat de solidarité entre les communes grosses et riches et celles maigres et pauvres. Et autour de Loudun, il n'y a plus de querelle de clochers. Devant les réalisations qui se multiplient sur place dans les communes, doivent bien se rendre compte qu'en fait, il y a véritablement solidarité, n'est-ce pas, qu'il y a solidarité dans ce sens que les petites communes rurales en profitent. Personnalité politique centriste, René Monory estime que la compétence technique ne doit pas masquer la responsabilité politique des hommes élus au suffrage universel. C'est du moins comme cela qu'il entend user des pouvoirs que lui donne son portefeuille de ministre de l'économie. Il faut d'ailleurs toujours raisonner pour un homme qui a des responsabilités ministérielles en termes politiques. Ça me paraît fondamental. Ça veut dire quoi concrètement? Que vos positions sont différentes de celles que peuvent prendre certains fonctionnaires ou... Si je devais prendre les mêmes positions que les fonctionnaires, je n'ai pas besoin de venir. Je crois qu'il y a la vie de tous les jours, où il y a des techniciens au ministère de l'économie de très grande qualité, de meilleure qualité que moi dans ce domaine, qui sont chargés d'assumer la vie de tous les jours. Alors bien sûr, tous les jours, j'ai des décisions à prendre. Il faut trancher dans tel ou tel sens, ça c'est mon travail. Mais au-delà de ça, ce travail que je dois faire, qui est le plus passionnant et le plus utile à la France, c'est un travail de prospective. C'est-à-dire que mon rôle, même si je ne reste au gouvernement que 6 mois ou 1 an, c'est de traiter mon problème en termes de 3 ans, de 4 ans, pour savoir ce qui se passera, quel sera l'environnement international. La France a ses exigences, a ses équilibres, et qu'il n'est pas question pour un ministre qui arrive de croire que tout est possible et qu'on va sortir l'argent. C'est pas du tout ça. Mais je crois qu'on ne peut pas raisonner en termes courts de finances au jour le jour. Il faut raisonner en termes politiques à moyen terme, préparer ce que sera la France de demain, et en fonction de ça, mieux utiliser parfois l'argent en faisant des choix décisifs. C'est ça, c'est pas dépenser plus, c'est mieux dépenser. Mais à Loudun et dans la région de Loudun, les élus municipaux et locaux se demandent, comme beaucoup d'autres Français, si ce ministre qui veut dépenser mieux ne va pas les faire dépenser plus. Pour que cette politique réussisse, eh bien, il faut que de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire les industriels et les commerçants, jouent parfaitement le jeu et qui ne profitent pas de cette libération pour le faire exagérément, au-delà de ce que le profit normal doit être pour eux. Et vous, madame, vous avez peur que ça puisse entraîner une hausse des prix ou... Moi, je pense que c'est très utile, qu'il fallait que quelqu'un comme M. Monory pour se lancer dans cette entreprise que je considère comme considérable, très importante. Je crois qu'il prend certains risques, c'est vrai, mais il est très obstiné et très courageux, et c'est nécessaire. Cette liberté que nous allons rendre est irréversible. Et je ne crois pas du tout que ça dérapera fort, parce qu'il y a la concurrence internationale qui n'a jamais été aussi vive. Et ça sera le juge de paix, ça sera le gendarme, cette concurrence internationale. Prenez l'Allemagne, les prix sont libres depuis longtemps, sans aucune surveillance, et il n'y a pas pour autant beaucoup d'inflation. Alors je vais développer considérablement tous les moyens de concurrence, car ça c'est important. La liberté surveillée dans laquelle nous étions suscitait nécessairement un certain nombre d'ententes, suscitait, même si ce n'était pas apparent, des protections qui doivent maintenant disparaître. Et puis il faut informer le consommateur. La France est sans doute un des pays modernes où le consommateur est le moins informé. René Monory aime répéter que l'expérience de maire est irremplaçable en politique. Hier, les élus de sa région voulaient des logements. Aujourd'hui, ils réclament des industries. Un maire sait que cela prend du temps.
À Saint-Malo, élection municipale, deuxième tour, la liste présentée par le maire sortant, M. Louis Chopier, a été réélue hier avec 4000 voix de majorité. Le scrutin du mois de mars 1977 avait été annulé par le Conseil d'État. Hier, M. Chopier conduisait une liste composée de socialistes, de radicaux de gauche et de personnalités locales face à une liste représentant la majorité présidentielle. Au sein du Parti communiste, on utilise de plus en plus le mot « fraction ». Pour Roland Leroy, la récente publication d'une pétition signée par 300 communistes est une entreprise fractionnelle qui vise le Parti communiste, sa politique, ses principes et sa direction. Et ce midi à TF1, M. Georges Marchais a déclaré que l'immense majorité du Parti communiste repoussait l'entreprise fractionnelle qui sert les intérêts de la droite mais aussi du Parti socialiste. Pour Georges Marchais, le PS apparaît d'ailleurs comme le fer de lance de cette entreprise. Et puis, le secrétaire général du Parti communiste a fait ses comptes. Pour lui, les contestataires au sein du PC représentent peut-être 1 millier de personnes sur plus de 600 000 adhérents. Le conseil d'administration de l'agence France Presse, réuni aujourd'hui au siège de cette agence à Paris, a élu M. Roger Bouzinac au poste de président-directeur général en remplacement de M. Claude Roussel, qui n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat. M. Bouzinac a été élu par 12 voix sur 14. Les deux représentants du personnel de l'agence ont voté contre sa nomination. La police, eh bien, elle court toujours après Jacques Mérine. Les enquêteurs sont maintenant certains que l'évadé de la prison de la Santé est l'un des auteurs du hold-up commis dans la nuit de samedi à dimanche au casino de Deauville. Ils sont certains aussi que ce sont Jacques Mérine et son complice qui ont contraint dimanche matin un couple d'automobilistes à les conduire à Versailles. Les deux hommes ont dû maintenant se perdre dans Paris. Il sera difficile de leur mettre la main dessus. L'ancien chef de l'État comorien, M. Ali Swahili, a été tué ce matin au cours d'une tentative d'évasion. C'est en tout cas ce qu'affirme le nouveau gouvernement des Comores, un gouvernement en place depuis le 13 mai dernier. Les obsèques du brigadier chef de CRS Raymond Thibert, assassiné à Orly il y a 10 jours par un commando terroriste, ont été célébrées aujourd'hui dans la cour du ministère de l'Intérieur en présence de M. Christian Bonnet. Auparavant, le ministre de l'Intérieur avait cité le brigadier chef Raymond Thibert à l'ordre de la Nation et il l'avait promu, à titre posthume bien sûr, au grade d'officier de paix. Pour la seconde fois, un homme passe aujourd'hui devant une cour d'assises. Il s'agit de Gérard Trudin. En juin dernier, les assises de Chartres l'avaient condamné à 20 ans de réclusion pour un double meurtre, celui de sa compagne et du fils de cette dernière. Un verdict cassé par la Cour de cassation pour vice de forme, mais aussi peut-être parce que rien n'a jamais pu être prouvé et qu'il n'y a jamais eu d'aveu. Paul Lefebvre suit pour nous ce procès, le procès d'un homme, mais aussi le procès d'un principe, celui de l'intime conviction. Qui peut surprendre la vérité ? Réellement, cette affaire, c'est un roman d'Agatha Christie. Le drame est que la vieille dame est morte sans nous laisser la vérité, c'est-à-dire la fin, la véritable morale. Rarement j'ai autant hésité d'avoir une intime conviction. Heureusement, ce sont d'autres qui vont avoir à juger, à trancher demain soir. Le 4 février 1975, dans une HLM de Chartres, on trouve donc un enfant de 2 ans tué d'une balle, une femme qui agonise près d'une carabine, et puis un homme affolé qui appelle au secours les voisins, les pompiers, la police, enfin tout le monde. Pas de preuves, pas d'empreintes, et surtout pas de reconstitution plus tard pour arranger les choses. Première version, Gérard Trudin, l'homme, tue l'enfant, puis la mère et brouille toutes les cartes. C'est possible, mais pourquoi? Il voulait épouser cette femme et a prouvé qu'il aimait l'enfant. Reste que la jalousie et la colère ont déjà démontré qu'elles pouvaient bouleverser ce qui apparaît normal chez un homme. Deuxième version, l'homme dort, la jeune femme pétrie de colère jalouse, tue son enfant, puis place la douille dans le pantalon de son ami pour l'accuser, puis revient près de l'enfant mort pour se tuer à son tour. Elle rate et agonise, et reste encore consciente devant les témoins, mais sans rien dire qui puisse accuser ou innocenter son ami. C'est étrange, et ce serait un jeu d'esprit s'il n'y avait pas 2 cadavres, et puis autant de sang autour de Gérard Trudin qui ne cesse de répéter « Mais j'aimais ce petit garçon, et je voulais épouser Catherine, pourquoi les tuer ?» Pourquoi? Oui, en effet. Mais c'est finalement, je le crains, une autre question qui risque de se poser dans l'esprit des jurés. À notre époque, le doute pèse-t-il encore assez lourd dans une cour de justice pour qu'on ose relâcher un homme peut-être coupable que d'autres jurés ont déjà condamné à 20 ans de prison? Le cinéaste Bernard Borderie est mort hier après-midi. Il était âgé de 53 ans. Bernard Borderie avait débuté à l'âge de 20 ans comme assistant de Marcel Carné dans Les Enfants du Paradis. Ensuite, les films avaient succédé aux films des policiers, La Môme vert de gris, Les Femmes sans balance, la série des gorilles, des films de KPDP, Les Trois Mousquetaires, Le Chevalier de Pardaillan et la grande série des Angéliques. Mais Bernard Borderie avait aussi travaillé pour la télévision. Il y a quelques mois, il signait pour Antenne 2 une série intitulée Les Messieurs du Bois doré.
1623. Sous le règne de Louis XIII, Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, vient de promulguer un édit interdisant les duels qui décimaient la fine fleur de la noblesse française. Cet édit prévoyait la peine de mort pour les contrevenants. Mais cette jeunesse orgueilleuse, avide de gloire, ne se souciait guère des édits de Monsieur le Cardinal. Il n'y a qu'un Dieu et un seul, celui de la bonté et de la miséricorde. Et ce Dieu c'est Jésus, maman. Va au ciel, mon fils. La semaine dernière, Bernard Borderie travaillait encore sur un film pour la télévision. 2 prix ont été remis aujourd'hui, 2 prix littéraires. Le prix Femina Vaccaresco, qui a été décerné à Philippe Ariès pour son livre intitulé L'homme devant la mort. Philippe Ariès avait participé à notre magazine Question de temps, consacré justement au problème de la fin de la vie, le 2 novembre de l'année dernière. Et puis le prix Apollinaire, qui est un peu à la poésie, ce que le prix Goncourt est au roman, a été attribué à Jean-Claude Renard pour son recueil de poèmes, je vous le montre, La lumière du silence, qui est paru aux éditions du Seuil. En sport, la grande fête de Roland-Garros, je devrais dire la grande messe de Roland-Garros a commencé. Les premières balles des internationaux de France 78 ont été échangées ce matin. Depuis, les matchs succèdent aux matchs. Les Français ont déjà un qualifié pour le 2e tour. Il s'agit de Patrick Proisy qui a triomphé en 3-7 du Sud-Africain Bertram. Beaucoup de monde déjà cet après-midi à Roland-Garros pour le premier jour de la fête du tennis. Une première journée sous forme de marathon. 27 matchs étaient inscrits au programme. 3 Français étaient concernés, Patrick Proisy que l'on voit ici contre le Sud-Africain Bertram, Jean-François Cojol et Georges Goven. Cojol a été battu régulièrement par un garçon qui lui était supérieur, l'Australien Alexander. Georges Goven, déjà un ancien du tennis français, s'est brillamment qualifié pour le 2e tour aux dépens du Tchécoslovaque Vladimir Etsnik en 4 manches, 4-6, 7-5, 7-5, 6-2. Quant à Patrick Proisy, il a fait bonne impression face au Sud-Africain Bertram. Le score final, 6-3, 6-3, 7-5, confirme ce sentiment dans la mesure où l'adversaire de Proisy est un garçon de bonne valeur internationale. Quant aux grands favoris, Borg, Vilas ou Panatta, ils ne sont pas encore entrés en lice. Le jeune Suédois, qui fêtera d'ailleurs ses 22 ans à Roland-Garros, fait figure d'ogre attrape-tout. Et on voit mal d'ailleurs qui pourrait lui résister. Comme dirait la publicité, on dirait des voitures de course, elles font le bruit des voitures de course, elles sont presque aussi rapides que les voitures de course, mais voilà, ce ne sont pas des voitures de course, ce ne sont pas des Formule 1, il s'agit de maquettes. Une grande compétition opposait leurs propriétaires hier sur le circuit de Monaco. Pour gagner, il fallait être le meilleur pilote. Au départ, il y avait 4 Britanniques, 2 Hollandais et 4 Italiens. Par moments, une réplique du grand circuit avec sa fameuse chicane, une lutte très sévère, des accidents dus à l'excès de vitesse ou à la légèreté des voitures, et une remarquable maniabilité de la part de pilotes qui ont acquis une solide expérience. Plus de 100 km/h en ligne droite, difficile à suivre à la caméra, des dérapages contrôlés qui laissent rêveur. En tête, couleur vert olive, un Britannique, et autour du circuit une passion, un sérieux qui constituait pour beaucoup de spectateurs une réelle découverte. Philippe Greenaud, Grande-Bretagne, vainqueur avec 3 camarades de sa gracieuse majesté, la première Coupe du Monde d'automodélisme a consacré des champions éprouvés. Et c'est le meilleur qui a gagné. Le beau temps que la France a connu aujourd'hui va continuer demain toute la journée. Il y aura encore de la brume, certes sur l'Aquitaine et près de la Manche le matin. Il y aura aussi des orages qui pourraient éclater l'après-midi et le soir sur les Alpes, les Pyrénées et le sud du Massif central. Les températures resteront élevées.
À 22h30, aux alentours, c'est Pierre Alain qui vous donnera les dernières informations de cette journée de lundi. Quant à moi, je vous souhaite de très bien terminer cette soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 23h. Il y aura un autre journal, donc ce soir 22h30 et demain 20h, vous retrouverez Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée.